Si on regarde l'ensemble des points qui doivent être abordés par ce rapport, on a d'une part une présentation de la société et de son activité, l'état des relations entre la société et la collectivité à laquelle on va remettre le rapport, les modifications du statut, les évolutions de l'actionnariat qui ont pu avoir lieu, là on est sur des choses assez classiques, l'état des participations, c'est-à-dire en fait le groupe EPL avec les filiales, les contrôles qui peuvent exister sur la société, l'état des risques, les incertitudes principales de l'activité. En ce qui concerne les sociétés publiques locales, l'existence d'un contrôle analogue avec la collectivité, par la collectivité, et les modalités que prend ce contrôle analogue, les éléments de rémunération des élus présents au conseil d'administration et de la direction générale, de manière plus générale d'ailleurs la manière dont la gouvernance de la société est organisée, comment elle fonctionne, comment elle s'est réalisée sur l'année, et puis tout ce qui relève des finances, c'est-à-dire la situation financière de la société, les principaux clients, s'il y a des clés de répartition par métier du chiffre d'affaires. Un point important qu'il convient néanmoins de relever, c'est que, compte tenu du contexte concurrentiel dans lequel évolue la société, elle peut considérer que certaines informations, en particulier financières, doivent relever du secret des affaires parce que, si elles étaient révélées, elles rendraient sa position concurrentielle plus compliquée, notamment pour répondre à des marchés publics, par exemple. Le décret prévoit dans ce cas-là que les informations peuvent être limitées, en essayant néanmoins d'en dire le plus possible, et en précisant que les informations ont été limitées pour respecter le secret des affaires. Il prescrit un certain nombre de ratios de chiffre d'affaires en fonction des métiers, en fonction des clients, en fonction des collectivités clientes. Ça, c'est quelque chose de neuf qui peut être un petit peu lourd pour les structures les plus petites, mais qui sert effectivement à connaître sa propre activité et qu'il est sain de toute manière de connaître. Et puis, on peut observer une ou deux nouveautés, comme le fait de décrire plus précisément l'ensemble des participations de la société dans des filiales, ce qui peut aller assez loin pour des sociétés qui ont des prises de participation dans des secteurs comme l'immobilier ou les énergies renouvelables, où on a en fait un mode d'action par société-projet. Et dans le contrôle des risques, on va dire, la grande nouveauté, c'est le fait d'établir ce que la société fait pour lutter contre la corruption. Alors, toute société, au-delà d'un certain seuil, 500 salariés, etc., est soumise à un certain nombre de règles obligatoires de lutte anticorruption. Les entreprises publiques locales, indépendamment de ces seuils, sont soumises au contrôle de l'Agence française anticorruption et doivent donc, de manière adaptée à leur taille évidemment, développer des modalités de lutte anticorruption qui leur sont propres. Ce rapport va être aussi l'occasion de les rassembler à un endroit pour en donner une image, et ça leur permet aussi de réinterroger régulièrement la pertinence de ce qu'elles ont mis en place. La fédération propose un canevas qui découperait en 4 grandes parties. Une première partie qui décrit son activité, son objet, ses métiers, la manière dont elle est structurée, la manière dont elle est structurée juridiquement si il y a un groupe avec des filiales, et les chiffres d'affaires par métier, le cas échéant. Une seconde partie qui, elle, concerne la relation avec la collectivité dont il est question ce jour-ci, l'ensemble des contrats qui ont été passés, les élus en particulier qui la représentent, les modalités de suivi et d'exécution de ces contrats, les comptes courants existants, etc., etc., etc. Une troisième partie qui peut être consacrée, on va dire, plus spécifiquement au risque de manière large. Quelles sont les incertitudes qui pèsent sur la société, sur son métier, sur la relation aux collectivités et aux projets politiques, les incertitudes économiques qui peuvent exister ou pratiques, dans certains cas, sur l'état du bâti, etc. Qu'est-ce qu'on met en place face à cette grille de risques qui ont été repérés pour amoindrir les risques? On a parlé tout à l'heure du risque corruption, c'est pour nous l'occasion d'évoquer ce risque corruption et ce qu'on met en place pour y répondre et pour le traiter. Et puis la dernière partie, ce serait la partie gouvernance de manière large, qui rassemble l'action
de l'ensemble des élus à l'intérieur de la structure. Est-ce qu'ils sont présents déjà? Dans quelle structure ils sont présents? Quand est-ce qu'elles se réunissent? Est-ce qu'ils sont rémunérés pour leur activité et combien? Comment ils exercent le contrôle analogue? Quel est l'état de la comitologie, etc., etc., etc. C'est ça qui permet aussi aux collectivités de bien vérifier la réalité du contrôle qu'elles exercent sur la structure. La position de la fédération, c'est que, quelque part, il faudrait fusionner presque ce qu'on attend dans le rapport de gestion annuel et dans le rapport du mandataire, de manière à ne pas avoir à écrire deux rapports entièrement distincts et pour pouvoir que l'un nourrisse l'autre. Donc en toute logique, il faut que le rapport de gestion ait déjà été écrit, et d'ailleurs que les comptes soient connus. On est donc après l'Assemblée générale annuelle, c'est-à-dire forcément après mai-juin, minimum. Ce qu'on peut dire, c'est que par ailleurs, il faut souhaiter que le rapport arrive assez vite dans les collectivités pour que le sujet ne soit pas politiquement périmé dans le suivi de son EPL. Donc, c'est raisonnable d'essayer de viser, on va dire, l'automne pour organiser les séances de débat sur ces rapports. On pourrait d'ailleurs imaginer certaines collectivités présentent des rapports globaux et dédient en réalité une séance au suivi de l'ensemble des EPL. On pourrait donc imaginer une séance spécifique qui soit dédiée à l'examen de la politique globale de la relation de la collectivité à ses EPL et à chaque EPL. En ce qui concerne plus précisément la présentation de ce rapport à l'Assemblée, quelque part, quand il y a plusieurs représentants d'une collectivité dans l'EPL, ils sont tous légitimes à venir présenter leur propre compte-rendu d'activité à l'intérieur de cette structure. Ce qu'on peut se dire, c'est que de manière générale, l'un des élus a une forme de leadership dans la représentation, donc c'est a priori lui qui va prendre la présentation du rapport. Le cas échéant, d'autres élus peuvent venir s'y joindre pour apporter des compléments. Ce qui est important en réalité, c'est de ne pas en faire un moment de compte-rendu administratif d'un ensemble d'informations qui doivent être déroulées, mais de bien spécifier quelle est la valeur politique pour la collectivité de l'existence et de l'activité de cette structure. Et donc, sans aller jusqu'à rentrer dans le sel de l'ensemble des informations que les élus ont dans le dossier de toute manière, l'usage, je dirais, de la présentation orale et du débat devrait se focaliser sur les éléments clés du rapport et sur la manière dont la société va s'insérer dans l'action politique sur le territoire de l'EPL.